Shalom, nous allons parler aujourd'hui, donc Parashat Tetzavé, de ce qui s'appelle le Ohel Moed. Alors, Ohel Moed, si on traduit littéralement, c'est la tente du temps. En général, dans les Tnachim traduits, dans les Bibles traduites, on traduit ça, tente d'assignation. Alors, une assignation, c'est une prescription impérative. Alors là, c'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qui, de cette tente, va prescrire des prescriptions. Alors si ça vient d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, alors c'est sûr que c'est impératif. Mais malgré tout, on va voir que cette traduction, elle est très restrictive et qu'en réalité, il y a toutes sortes d'autres idées qui se cachent derrière ce Ohel Moed. Et le sujet du cours, c'est d'abord de comprendre au niveau étymologique ce que représente ce Ohel Moed et puis aussi quelles étaient ses fonctions. Lorsque l'on parle du mot Moed, alors il y a une idée de temps, on va voir qu'il y a une idée de temps, il y a une idée de lieu, il y a une idée d'être, et c'est pas étonnant, on va rentrer dans les détails un peu plus tard, mais c'est pas étonnant dans la mesure où plus on s'approche du Saint des Saints, du Kodesh à Kodashim, et plus finalement toutes les grandeurs vont fusionner. Alors d'Akadosh Baruch Hu va sortir le temps, va sortir l'espace, va sortir l'être, les êtres finalement. Alors on peut comprendre que dans ce Ohel Moed, on aura un petit peu toutes ces idées-là, on va y revenir. Mais avant de parler de ce Ohel Moed, c'est important de le mettre dans son contexte, qui est le sanctuaire, le Mishkan, qui a été construit dans le désert, qui rentre en fonction le jour de Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année après la sortie d'Égypte, et finalement qui va suivre le Bnei Israël pendant 480 ans jusqu'à la construction du Beth Amikdash par le roi Shlomo à Yerushalayim. Alors de quoi est constitué ce Mishkan? Alors on a le Chatzar Mishkan. Alors là maintenant je parle du désert, et c'est vrai aussi après, mais en tout cas dans ces 40 ans du désert, alors on a ce Mishkan qui commence à être décrit par Parashat Trouma, la parashat de la semaine dernière. On a un grand Chatzar, c'est-à-dire une grande cour de 100 amot, si je vais de l'est à l'ouest, donc 100 amot de longueur, du sud au nord. On a 50 amot, alors une amas c'est à peu près 50 cm, donc 50 mètres de long de l'est à l'ouest, et puis 25 mètres de large du sud au nord. Et au côté ouest de cette longue cour, on a ce qui s'appelle, à proprement parler, le Mishkan, le sanctuaire. Alors ce Mishkan qui est fait, alors les parois comme ça de bois de chittim qui est recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur, et sur ce Mishkan, alors le couvercle finalement c'est quatre pots, et à l'intérieur de ce Mishkan, finalement on a deux parties. Donc le Mishkan lui-même, le sanctuaire lui-même, il fait 30 amot sur 10 amot, c'est-à-dire 15 mètres de long, aussi d'est en ouest, sur 5 mètres de large. Mais ces 30 amot sur 10 amot sont séparés en deux. Les deux premiers tiers, quand on rentre du côté est vers le côté ouest, c'est ce qui s'appelle le Kodesh, dans Parashat Trouma. Et du Kodesh, on rentre dans le Kodesh, le Kodashim qui fait 10 amot sur 10 amot, 5 mètres sur 5 mètres. Et quand on parle du Kodesh, le Kodashim dans le Beth Amikdash, alors c'est plus 10 amot sur 10 amot, c'est 20 amot sur 20 amot, donc 4 fois plus le Saint des Saints. Mais ici, dans le Mishkan, 10 amot sur 10 amot, 5 mètres sur 5 mètres, 25 mètres carrés. Donc ici, on a dit qu'on a deux parties dans ce Mishkan qui est dans quelque chose de plus grand, qui est le Chatzar Mishkan, la cour du Mishkan. Dans ce sanctuaire, deux parties, le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh? Dans le Saint, il y a le Saint puis il y a le Saint des Saints. Alors dans le Saint, on a trois ustensiles. La première, c'est le Shulchan Lechem Apanim, c'est la table sur laquelle il y a les pains qui sont dits les pains de présentation, qui restent pendant une semaine et puis qui sont consommés le Shabbat par les Kohanim. On a à côté de ça, du côté sud, la Menorah, donc le chandelier, et puis on a aussi le Mizbach HaZahav, l'autel en or sur lequel on va brûler les encens. C'est ce qu'on a dans le Kodesh. Puis dans le Kodesh Kodashim, c'est là-bas qu'il y a l'arche sainte avec les tables de la loi, puis donc cette arche qui est finalement une boîte en bois recouverte à l'intérieur et à l'extérieur d'or, avec la caporette, un couvercle sur lequel il y a les chérubins, tout ça en or. Pour revenir maintenant à notre Kodesh, ce Kodesh, il est appelé dans le livre des rois Echal. Il est appelé, donc le Kodesh c'est le Saint, il est appelé aussi le palais,
quand on regarde le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 6, où il y a la construction du Beth Amikdash par Shlomo HaMelech, donc ça s'appelle le Echal, le palais, ben c'est cela qu'on appelle à partir de notre paracha aussi le Ohel Moed. Donc on a ici trois choses qui sont équivalentes, on a des synonymes, on a ce qu'on appelait dans Parashat Trouma le Kodesh, qui ici chez nous va s'appeler Ohel Moed, la tente du temps, et on a aussi le terme Echal, le palais. Maintenant, ce Ohel Moed, la première fois qu'on rencontre ce terme-là dans notre paracha, c'est au chapitre 28 et verset 43, où l'on nous parle des habits que devaient mettre les Kohanim, le Kohen, lorsqu'il allait faire son service dans le Mishkan et de façon plus spécifique dans le Ohel Moed. Et puis après on reparle du Ohel Moed, on nous parle du Petach Ohel Moed. Alors dans cette cour qui était devant le Mishkan, qui était composée du Kodesh Kodashim, donc dans la cour c'est là-bas qu'on faisait les sacrifices, donc il y avait là-bas ce qu'on appelle le Mizbeach, Hanechoshet, il y avait là-bas l'autel qui était en cuivre. Alors si je viens de l'Est, donc du côté sud, à gauche de cet autel, il y avait une longue rampe sur laquelle montaient les Kohanim pour arriver jusqu'à l'autel sur lequel ils allaient faire les sacrifices. Et cette rampe, elle était finalement assez proche de l'entrée dans le Kodesh. Donc elle était Petach Ohel Moed, à l'entrée du Ohel Moed. Et très souvent, quand on nous parle de Petach Ohel Moed, on nous parle ça par rapport au sacrifice qui était donc fait à l'entrée de ce Kodesh, qui est appelé aussi Echal, qui est appelé aussi Ohel Moed. Et c'est là-bas aussi, alors nous dit la Torah dans notre paracha au chapitre 29, verset 4, là-bas il y avait aussi un endroit où aller et se tremper les Kohanim avant de procéder à leur service. Maintenant, pour comprendre de façon un peu plus profonde et un peu plus précise ce que c'est que ce Ohel Moed, alors et au niveau étymologique, pourquoi il s'appelle Ohel Moed, et au niveau aussi des fonctions, et ce qui m'intéresse, c'est d'étudier avec vous de façon assez approfondie deux versets. Alors au chapitre 29 de notre paracha, les versets 42 et 43. Alors avant le verset 42, on a parlé du Olat Tamid. Le Olat Tamid, c'est le sacrifice qui est apporté 2 fois par jour, tous les matins et tous les après-midi. Le premier sacrifice du jour et le dernier sacrifice aussi, donc celui qui ouvre et qui ferme les sacrifices de la journée, s'appelle le Korban Ola. Et on nous dit, Olat Tamid et Dorotechem, c'est quelque chose, ce sacrifice qui est donné pour les générations. Petach Ohel Moed, il sera apporté à l'entrée du Ohel Moed, donc comme on a dit, sur le Mizbeach HaNechoshet qui est à l'entrée du Ohel Moed, sur l'autel en cuivre qui est à l'entrée du Saint, finalement, dont on parle maintenant, à l'entrée du Mishkan, à l'entrée du sanctuaire. L'Ifnei Hashem devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Asher Ived Lachem Shama Ledaber El Hasham, l'endroit, ce Ohel Moed, cette tente, alors on a dit, on traduisait souvent dans les Tnachim, tente d'assignation, alors je vais appeler ça la tente du temps, c'est là-bas, dit Akadosh Baruch Hu, Asher Ived Lachem Shama, c'est là-bas que je vous donnerai rendez-vous, Ledaber El Hasham, pour te parler à toi, mon cher Rabbeinu. Alors que veut dire ici Akadosh Baruch Hu? Lorsque l'on lit Rashi, le Rashi nous explique comme ça. D'abord, il faut comprendre, quand on parle de Ohel Moed, donc le mot Moed, il veut dire temps. Moed, alors les lettres importantes, c'est le Ain et le Dalet. Et quand on dit Asher Ivaed Lachem Shama, l'endroit où je fixerai avec vous un rendez-vous, Ivaed aussi, c'est le Ain et le Dalet qui vient de Ohel Moed. Donc ces deux lettres, quand on dit l'Olam Vaed, on en retrouve encore ce Ain et ce Dalet, c'est deux lettres qui expriment finalement la notion de temps. L'Olam Vaed, c'est pour toujours. Donc quand on parle de Moed aussi, les Moadim, qui sont les fêtes, c'est finalement des événements qui se reproduisent à des temps bien précis. Donc quand on parle de Ohel Moed, c'est l'attente du temps. Mais pourquoi l'attente du temps? Alors nous explique la Torah, Asher Ived Lachem Shama, c'est l'endroit où je vous fixe rendez-vous, et nous explique Rashi, Kshe'egba Moed, lorsque je fixerai un temps. Donc on commence, évidemment, il s'agit de Ohel Moed, donc on parle d'un temps. Kshe'egba Moed, lorsque je fixerai un temps. Ledaber elecha, pour te parler. Sham Egbeinu Lavo, c'est là-bas que je le fixerai. Alors on voit comme ça comment on a glissé de l'idée de temps, l'idée d'endroit. Dans la mesure où finalement le Ohel Moed s'appelle Ohel Moed, parce que c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu fixe un temps pour nous rencontrer ici de façon spécifique, et moi je suis revenu en tout cas dans ce verset, ce temps-là, dans la mesure où les rencontres finalement qui sont fixées par Akadosh Baruch Hu, elles se font tout le temps au même endroit, du temps on arrive à l'endroit, donc ce Ohel Moed, c'est un endroit bien précis, l'endroit du temps, l'endroit où l'on fixe
avec Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi il y a finalement ce rendez-vous? Pour qu'il y ait une rencontre. Et finalement, ici, on a vu les trois dimensions. On a vu la dimension, ce qui s'appelle Hashan, Olam, Shana, Nefesh, une notion comme ça qui nous parle des trois axes qui vont sortir de l'essence divine. Alors, l'axe du monde, qui émane d'Akadosh Baruch Hu, qui est créé par Akadosh Baruch Hu, l'axe du temps qui est créé par Akadosh Baruch Hu aussi, et puis l'axe de l'existence, finalement les différentes créatures qui sont créées selon les mondes spirituels jusqu'aux hommes ici-bas finalement, on retrouve finalement ces trois dimensions ici dans le Ohel Moed, où le Ohel Moed, ça commence d'abord par le temps, c'est l'attente du temps, à partir du moment où c'est l'attente du temps, parce que c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu fixe des rendez-vous. Ces rendez-vous, ils sont fixés tout le temps au même endroit, donc on arrive à la notion d'endroit. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces rendez-vous? Ces rendez-vous, ils sont là pour qu'il y ait une rencontre, donc on a ici l'idée d'être aussi. Et donc c'est intéressant de voir qu'à l'entrée de l'endroit qui sera le Kodesh Kodashim, il y a maintenant on parle du Ohel Moed, le Ohel Moed c'est uniquement le Kodesh. Mais après il y a le Kodesh Kodashim, qui est l'endroit, on peut dire, le point singulier où tout va se fondre avec l'essence divine. Parce que là-bas c'est un endroit où on ne rentre pas. Le seul qui rentre, c'est le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. Et quelque chose de bien précis, un endroit bien précis, un moment bien précis, l'endroit donc le plus saint et sur terre, le moment le plus saint, le jour de Yom Kippour, l'homme le plus saint, le Kohen Gadol. Donc on arrive ici vraiment à la source de tout, la source des trois axes, des trois axes, le temps, l'espace et l'être. Mais on peut comprendre que le Ohel Moed qui est devant ce Ohel, là aussi il y a quelque chose comme ça de très shorshi, avec des racines profondes ici dans les concepts de temps, d'espace et d'être. Et on peut comprendre donc c'est cette difficulté que l'on a à définir le Ohel Moed, parce que c'est un temps, mais c'est aussi un endroit, puis c'est un endroit de rencontre. Toujours est-il, ce qui est intéressant, c'est qu'après que Rashi expliquait que le Ohel Moed, Asher Ived Lachem Shama, l'endroit où Akadosh Baruch Hu nous fixe rendez-vous. Donc on est passé d'un temps à un lieu, et après que Rashi ait expliqué tout ça, on a un autre pasuk, Venoasti Shama Livnei Israël, c'est là-bas que j'aurai des rencontres fixes avec les Bnei Israël, nous dit Akadosh Baruch Hu dans le pasuk qui suit, et nous explique Rashi, Venoadeti Shama, Edvem Imam Bedibour. Alors Edved c'est comme une Idvaadut Rassidite, donc c'est là-bas qu'il y aura une rencontre avec eux par la parole. Et Rashi continue puis reprend finalement l'idée qu'il a exprimée juste avant, comme un roi qui fixe un endroit bien fixe pour parler avec ses serviteurs. Et puis on ne comprend pas pourquoi Rashi a besoin encore de nous faire comprendre que, on a compris, Noadeti, Ivaed, Moed, tout ça, il y a une notion de temps. De cette notion de temps, vu que c'est un endroit où Akadosh Baruch Hu fixe des rendez-vous, et que ces rendez-vous ont lieu tout le temps au même endroit, donc il y a une idée de fixation aussi au niveau de l'endroit, et ça c'est pour que Akadosh Baruch Hu parle. Mais cette idée elle a déjà été exprimée dans Rashi, au passage précédent, et donc ce sera intéressant de comprendre ce que veut nous dire Rashi ici quand il revient finalement sur cette idée en expliquant le mot Veno Adeti. Et pour bien comprendre l'idée, on va passer maintenant à quelque chose d'autre. Dans Parashat Ki Tisa, qui est la parasha de la semaine prochaine, on a aussi une notion de Ohel Moed. Mais il faut bien comprendre, parce que cette notion de Ohel Moed que l'on a dans notre Sidra, c'est ici, on est dans Parashat Tetzavé, donc Teruma, Tetzavé, c'est donc des parachiotes qui nous parlent de la construction des ordres relatifs à la construction du sanctuaire. Mais ce sanctuaire, comme on a dit, il rentre en fonction uniquement à partir de Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année. Donc les enfants d'Israël sont sortis le 15 Nissan de 1448 d'Égypte. Et uniquement le premier Nissan, alors on sait que c'est le 25 qui se lève de la deuxième année, le jour de Hanouka justement, et que le Mishkan est complètement terminé, mais Akadosh Baruch Hu a voulu faire l'inauguration du Mishkan au mois de Nissan, ce que nous expliquent nos sages, le mois où sont nés les patriarches. Toujours est-il, c'est uniquement à partir du premier Nissan de la deuxième année que le Ohel Moed rentre réellement en fonction. Mais dans Parashat Ki Tisa, alors qu'on est ici au 17 Tammuz de la première année, donc bien avant que le sanctuaire soit rentré en fonction, on a aussi là-bas une notion de Ohel Moed, c'est très intéressant.
pour pouvoir comprendre ce qu'il y a là-bas, puis de quel Ohel Moed il s'agit, et un petit peu de chronologie comme ça, dont on a déjà parlé dans un autre cours, mais pour se rappeler un peu de ce qui se passe au niveau historique cette première année. Et comme ça, pour bien comprendre, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan, on sait bien. Après le mois de Nissan, il y a le mois de Iyar. Après le mois de Iyar, il y a le mois de Sivan. Et le 6 Sivan, on a reçu finalement la Torah. Alors, pas l'étape de la loi, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a dit les 10 paroles, mais on n'a pas reçu de table de la loi encore. Ce 6 Sivan, on a juste entendu Akadosh Baruch Hu et tout le peuple. Ok. Maintenant, après, il y a 3 périodes, c'est important de comprendre ça, 3 périodes de 40 jours pendant lesquelles Moshe Rabbeinu va être sur le mont Sinaï. Alors, la première fois, c'est le lendemain de Matan Torah, donc le Zain, Sivan, que monte Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï pour recevoir les Luchot Abrit, l'étape de la loi. Alors, après le mois de Sivan, il y a le mois de Tammuz, donc le 17 Tammuz, 40 jours après le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu redescend avec l'étape de la loi. Ce jour-là, comme on sait, les Bnei Israël finalement ont fait le Vaudor et donc les tables de la loi sont cassées. Descend Moshe Rabbeinu avec les tables de la loi cassées. Le 17 Tammuz. Le 18 Tammuz, il brûle le Vaudor et puis il juge ceux qui ont fait le Vaudor. Et il y a un événement sur lequel on va revenir, mais il prend sa tente et de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu est fâché avec les Bnei Israël, il tourne le dos en tout cas pour nous laisser la possibilité de faire tchouva. C'est aussi ce que fait Moshe Rabbeinu, ici qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre, et donc lui aussi, évidemment, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il va prendre sa tente, et puis il va la mettre à l'extérieur du Machane, à l'extérieur du campement, à 2000 amas, à 1 km du campement, nous disent les Chachamim. Alors c'est une distance qui permet aux Bnei Israël le Shabbat de pouvoir sortir, et chez Moshe Rabbeinu aussi ils en ont besoin, parce qu'on sait que le Shabbat on ne peut pas sortir du campement, plus de 2000 amas, alors c'est juste à la limite pour qu'on puisse y arriver. Mais on va revenir maintenant à ce que fait Moshe Rabbeinu, mais toujours est-il que le 19 Tammuz, déjà Moshe Rabbeinu remonte sur le mont Sinaï pour 40 jours, pour la deuxième fois, pour redescendre le premier Elul. Tout ce que je vous dis, c'est écrit en détail dans Rashi, ici au chapitre 33 de Parashat Ki Tisa, au verset 11. Donc la deuxième fois, il redescend, c'est Rosh Chodesh Elul, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu l'appelle pour lui dire remonte maintenant et pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, et ces deuxièmes tables de la loi finalement seront données donc après le mois de Elul, on a le mois de Tishrei, donc 40 jours après la troisième montée, Moshe Rabbeinu redescend avec les tables de la loi, c'est le jour du Yom Kippour et c'est le jour finalement où Akadosh Baruch Hu a complètement pardonné au Ham Israël. Donc on peut dire que Moshe Rabbeinu finalement on ne le voit pas jusqu'à Yom Kippour de la deuxième année. C'est-à-dire depuis après Matan Torah, alors on l'a vu comme ça, 40 jours après, il a cassé les tables de la loi, il a fait ce qu'il a fait, il a jugé qu'il fallait, il a brûlé le Vaudor, mais il est remonté sur le mont Sinaï, et puis finalement, 3 périodes de 40 jours, et on ne le voit pas, et puis il commence finalement à être avec le Ham Israël réellement à partir du Yom Kippour de la deuxième année. Et bien ici dans Parashat Ki Tisa, après avoir brûlé le Vaudor et puis jugé donc le 18 Tammuz qui devait être jugé, on voit, je suis maintenant au chapitre 33, verset 7, où Moshe a pris sa tente, il l'a sorti du campement, Vekaralo Ohel Moed, et là c'est extraordinaire, parce que finalement il l'a appelé Ohel Moed, mais ce Ohel Moed c'est une notion qu'on a déjà vue, c'est une notion qu'on a vue dans notre parashat Tetzavé, mais ça désigne quelque chose de complètement différent. Le Ohel Moed que l'on rencontre dans parashat Tetzavé, c'est finalement ce qui s'appelle le Kodesh, qui s'appelle aussi le Echal, c'est la première partie du Mishkan, du sanctuaire, où il y a, on a dit, le Shulchan Lechem Apanim, donc la table avec les pains de présentation, l'endroit où il y a la menorah, l'endroit où il y a le Mizbach HaZahav, l'autel en or, il se trouve que la tente de Moshe Rabbeinu, la tente avec un E, lorsque Moshe Rabbeinu finalement a jugé ceux qui ont fait le Vaudor, il l'appelle aussi Ohel Moed, la tente du temps, et il l'a fait sortir finalement du campement. Alors c'est intéressant que ce soit le même nom parce que ça prête un peu à la confusion. Et puis alors pourquoi est-ce qu'il l'appelle Ohel Moed? Alors le mot Moed on a déjà expliqué, le mot Moed c'est un temps, c'est un lieu aussi finalement, ce Ohel Moed, et c'est un lieu où Akadosh Baruch Hu va parler. Mais ici alors que nous dit Rashi? Vekaralo Ohel Moed, nous dit la Torah, il l'a appelé Ohel Moed. Vekaralo nous dit Rashi, Vayakorelo Ohel Moed ou Beit Va'ad Limvakshe Torah. Alors il l'a appelé Ohel Moed parce que c'est l'endroit
Beit Va'ad Limvakshei Torah, l'endroit, la maison de rassemblement pour quiconque veut savoir ce que préconise la Torah, pour un sujet ou pour un autre. Pour ceux qui veulent étudier la Torah, savoir ce que dit la Torah, ben c'est l'endroit où ils arrivaient finalement, chez Moshe Rabbeinu. Alors le mot ici, Ohel Moed, Beit Va'ad, la maison de rassemblement, et Ohel Moed ici, ben, c'est l'endroit où on va se rassembler. Mais ce Ohel Moed, il a une deuxième fonction. Alors je saute encore 2 versets. Vaya Kevo Moshe Ohela, lorsque Moshe rentrait dans sa tente, Yered Amud Hanan, il y avait une nuée donc qui descendait, Ve'amad Petach HaOhel, et il se tenait donc à l'entrée de la tente, Vediber im Moshe, et Akadosh Baruch Hu ben, parlait de cette nuée à Moshe Rabbeinu, et donc on comprend que le Ohel Moed il a 2 fonctions. La première fonction, celle qu'on a vue, ben, c'était la maison de rassemblement pour quiconque voulait savoir la Torah, savoir ce que disait la Torah. C'est un endroit aussi où Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe Rabbeinu. Ici, on a juste après, et au verset 11, quelque chose d'intéressant. Alors Rashi, comme ça, nous parle de toute la chronologie dont on a parlé tout à l'heure, et il nous dit, alors il faut bien comprendre. Ce Ohel Moed, finalement, avec cette fonction d'Akadosh Baruch Hu qui va parler à Moshe Rabbeinu, ben, cette fonction, elle n'aura lieu uniquement que depuis Yom Kippour de la 2e année, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan de cette 2e année, à partir du moment où le Mishkan, finalement, va être établi, va être construit complètement. Et ben, c'est du Ohel Moed, du Mishkan, du sanctuaire, qu'Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe Rabbeinu. Il ne va plus lui parler maintenant de sa tente. Et donc finalement cette fonction de Ohel Moed que l'on retrouve dans la tente de Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose qui est uniquement pour un temps bien précis, depuis Yom Kippour de la 2e année jusqu'à Rosh Chodesh Nissan de cette même 2e année. Mais à partir du moment où finalement le Mishkan est construit, ben, Akadosh Baruch Hu parlera à Moshe Rabbeinu du Ohel Moed du Mishkan, du 2e. Ohel Moed, qui est plutôt le premier, en tout cas le premier que l'on rencontre dans la Torah, dans Parashat Tetzavé, quand on parle de la construction du Ohel Moed, c'est celui du Mishkan dont il s'agit. Mais c'est intéressant, parce que là, il y a énormément de choses qui sont dites à droite et à gauche sur très très peu de données finalement, parce que ce Ohel Moed, alors en général c'est celui du Mishkan, mais c'est pas toujours clair. Et quand on regarde dans les Midrashim, quand on regarde chez les commentateurs, eh ben on nous parle souvent de 2 Ohel Moed, de 2 Mishkan. Alors on peut comprendre, c'est celui de Moshe Rabbeinu, et puis celui du sanctuaire. On nous parle souvent aussi de 2 Mishkan, donc quelque part le Ohel Moed de Moshe Rabbeinu aussi il est considéré quelque part comme un Mishkan. Alors on trouve ça dans, si vous voulez, regardez dans le Yalkut Shimoni, Parashat Be'alotra, Remez, Tafshin, Lamed Zain, là-bas on nous parle réellement de 2 endroits qui sont appelés les 2 Ohel Moed, et dans le Midrash Lekartov aussi, et au début de la Parashat Pkudé, la Parashat Pkudé commence par Ele Pkudé à Mishkan, et Mishkan à Edut. Alors il y a 2 fois le mot Mishkan, et nous dit le Midrash, il y a 2 fois le mot Mishkan, parce qu'en réalité il y avait 2 Mishkan. Alors celui qui était la tente de Moshe, puis le Mishkan, le sanctuaire, dont on parle dans Parashat Trouma. Et à tel point même que chez les commentateurs, alors Rabbi Chaim Falachi par exemple a écrit un livre qui s'appelle Nefesh Chaim, et dans ce livre, eh bien, il nous dit aussi, et vous savez, dans Parashat Trouma, il y a écrit « Ils me feront un sanctuaire, et puis j'y résiderai ». Mais si on regarde bien, il n'y a pas vraiment marqué « j'y résiderai », il y a marqué « je résiderai en eux ». Alors on sait que les Chachamim nous disent « oui, en réalité, c'est dans les Bnei Israël que Baruch Hu va résider, pas uniquement dans le Mishkan ». Mais lui, il prend ça au pied de la lettre, puis il dit « je résiderai en eux » parce qu'il y a 2 sanctuaires finalement. Donc c'était 2 sanctuaires, donc on la retrouve. Et puis on pourrait penser que on a 2 sanctuaires et on a aussi 2 fonctions. Il y a peut-être la fonction, en tout cas Rashi nous dit que la fonction d'Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu, ça à partir de Rosh Chodesh Nissan de la 2e année jusqu'à finalement la fin des 40 ans dans le désert, c'est dans le Mishkan, dans le Ohel Moed du sanctuaire qu'aura lieu cette rencontre Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu. Mais on aurait pu penser que l'endroit de rassemblement, c'est dans le Ohel Moed de Moshe Rabbeinu. Réellement, il y a des commentateurs qui pensent de cette façon-là, et dans le Likutei Sichot du Rabbi, volume 31, et dans Parashat Tetzavé, la 2e Sikha, le Rabbi explique qu'en réalité, les 2 fonctions que l'on retrouve ici, dans Parashat Kitissa, les 2 fonctions du Ohel Moed, qui sont la première, un lieu de rassemblement pour les Bnei Israël, et la deuxième, le lieu d'où Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe Rabbeinu, ces 2 fonctions, elles passent au Mishkan, au sanctuaire à partir du Rosh Chodesh Nissan. Donc quelque part, l'idée de Rashi, finalement, d'après ce que nous dit ici le Rabbi, c'est général pour toutes les fonctions du Ohel Moed qui vont passer finalement
et au Mishkan que l'on trouve dans le désert, qui est le Mishkan, le sanctuaire que l'on connaît depuis la Parashat Trouma. Et ce deuxième aspect qui est le Mishkan en tant que lieu de rencontre, ben c'est quelque chose que l'on rencontre en réalité à plusieurs endroits. Alors si vous regardez d'abord Parashat Be'alotra. Parashat Be'alotra, donc dans le livre de Bamidbar, et au 10e chapitre, au début du 10e chapitre, et ben là-bas, Akadosh Baruch Hu demande que l'on fasse Aselechashte Chatzotzot Kesef. Akadosh Baruch Hu demande que l'on fasse des trompettes en argent. Et ces trompettes, alors, à quoi elles servent? Alors, il y a marqué qu'elles seront les Mikra, Aeda, Ulmasa et Tamachanot. Elles seront pour rassembler l'assemblée et aussi pour savoir quand est-ce que le campement doit finalement être plié puis qu'on commence à marcher vers la prochaine étape. En tout cas, les Mikra, Aeda, cette idée de rassemblement, alors on nous dit... continue la Torah, Veitaku Baen, alors à ce moment-là, lorsqu'il faudra rassembler les Bnei Israël, on sonnera de ces deux trompettes. Venoadu Elecha, Kol Haeda al Petach Ohel Moed, et alors toute l'assemblée arrivera à l'entrée du Ohel Moed. Donc on retrouve ici encore ce Ohel Moed, en tout cas l'entrée du Ohel Moed, comme étant un lieu de rassemblement. Donc le Ohel Moed, avec cette idée de Moed, du mot duquel finalement va sortir le mot les Idvaed, rassemblement, ouais, pour les raisons qu'on a expliquées plus haut, c'est donc ce côté de rassemblement, c'est l'une des fonctions que l'on retrouve et par la suite donc dans Parashat Be'alotra, l'une des deux fonctions du Ohel Moed. On a parlé du rassemblement quand c'était dans la tente de Moshe Rabbeinu, là on le retrouve ici pour le Mishkan. Dans Parashat Pinchas aussi, et toujours dans le livre de Bamidbar, et chapitre 27, le début de ce chapitre, lorsque les filles de Tzlofrad, et qui finalement n'avaient pas de frère et ne savaient pas l'héritage du père, comment il allait être transmis, et ils sont allés voir Moshe Rabbeinu pour savoir ce que stipulait la Torah dans leur cas. Alors, Vatamodna, Lifne Moshe Lifne Elazar Kohen Velifne Anesim Vechol Haeda. Alors, elles sont allées comme ça devant Moshe, et puis Elazar, à Kohen, et puis les grands finalement. Petach Ohel Moed. Alors, elles sont allées à l'entrée du Ohel Moed. Et Rashi nous dit, là-bas, et c'est là-bas qu'il y avait un Bet Midrash. Bet Midrash Yoshvim. Alors ils étaient ici en train d'étudier ensemble. C'est pour ça parce que sinon on serait allé uniquement chez Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas besoin d'aller chez Moshe, chez Lazar Cohen, chez tout le monde. Ouais, on va chez Moshe, on demande si Moshe sait. Tant mieux, s'il ne sait pas, on demande à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin d'aller voir Elazar, après être allé voir Moshe Rabbeinu, qui sait évidemment mieux la Torah que tout autre. Mais seulement, ils sont allés, tous sont rappelés ici, puisqu'ils étaient en train d'étudier ensemble Petach Ohel Moed, dans un grand Bet Midrash qui était dans ce Petach Ohel Moed, et elle devait être à l'entrée du Ohel Moed, et puis dans ce Ohel Moed, alors il y avait aussi un Bet Midrash. Donc c'est intéressant de voir que ce Ohel Moed, alors que l'on voit comme ça techniquement, comme l'endroit où on va allumer la menorah, où il y a le Shulchan, les Ramapanim, donc le pain de présentation, où il y a les encens qui sont apportés, c'est aussi l'endroit d'où Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe Rabbeinu. Et puis c'est aussi un lieu de rassemblement, donc ces deux fonctions, c'est très intéressant. Si on revient à nos deux versets qui nous posaient certaines difficultés, on peut comprendre que c'est finalement ce que voulait dire Rashi. C'est-à-dire lorsque Rashi la première fois nous explique, alors je reviens au chapitre 29, au verset 42, Asher ived lachem. Lorsque je fixerai un endroit pour te parler, c'est là-bas que ça se passera. Ici on est en train de parler de Moshe Rabbeinu. Quand je parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit, voilà, l'Ohel Moed, c'est l'endroit où finalement je te parlerai. L'endroit d'où je te parlerai, c'est la première fonction donc du Ohel Moed. Mais lorsqu'il y a dans le deuxième verset, le verset 43, Venoadti shamal livnei Israël v'nigdash bervodi. C'est là-bas que je rencontrerai les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Mais ici, c'est la deuxième idée, l'idée de rencontre, l'idée de rassemblement. Nous dit Rashi, Ed imam bedibour, je les rencontrerai par la parole. Kemelech hakovea makom muad ledaber im avadav sham. On ne comprenait pas pourquoi Rashi revenait sur toute l'étymologie de l'Eived. Ce que veut dire ici Rashi, Kemelech hakovea makom muad ledaber im avadav sham, comme un roi qui va fixer un endroit bien précis pour parler avec ses serviteurs. Alors, il n'y a pas écrit pour parler
à ses serviteurs. Il est marqué pour parler avec ses serviteurs. Alors parler avec ses serviteurs, ça veut dire finalement que c'est un endroit d'où Akadosh Baruch Hu va parler avec les Bnei Israël, mais surtout l'endroit d'où les Bnei Israël vont parler à Akadosh Baruch Hu. On parle avec Akadosh Baruch Hu, ben finalement c'est un endroit de tefila, un endroit de prière. Et si on peut comprendre finalement, en filigrane, et que Rashi veut nous dire, ben oui, il y a ces deux fonctions. Il y a la première fonction qui est une fonction d'Akadosh Baruch Hu qui parle au Bnei Israël, et il y a une deuxième fonction qui est la fonction de rassemblement qu'on a déjà vue. Alors ici, ce n'est pas le rassemblement des Bnei Israël qui se rassemblent entre eux, c'est un rassemblement des Bnei Israël qui se rassemblent, peut-être entre eux, mais en tout cas pour communiquer avec Akadosh Baruch Hu. En réalité, ces deux choses vont ensemble, parce que quand il y a les Bnei Israël qui se rassemblent, alors il y a aussi la Shrina, la présence divine, et puis on sait que quand on fait une Hitva'adut, ben là-bas aussi il y a une rencontre où Akadosh Baruch Hu est présent, à tel point que ce que fait une Hitva'adut, on dit que même Michael, l'ange, ne peut pas faire. Toujours est-il, ici on a ce lieu de rencontre qui est aussi un lieu de prière, parce qu'on va communiquer maintenant avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est intéressant, parce que cette fonction de rencontre avec Akadosh Baruch Hu pour parler avec Hachem, donc finalement nous lorsque l'on parle à Hachem, ben, on prie, ben, c'est quelque chose qu'on le retrouve dans le Tanakh comme étant une fonction du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, et quand on se demande quelle est la fonction principale du Beth Amikdash, alors on sait, il y a une marloquette, il y a un différent bien connu entre le Rambam et le Ramban à ce sujet, Maïmonide et puis Nachmanide. Alors Maïmonide, au début des Ilchot Bet Aprira, au début de ses lois sur le Beth Amikdash, ben, il nous dit ben, c'est l'endroit où l'on fera les korbanot, les sacrifices. De façon générale, on peut comprendre, et certains commentateurs du Yerushalmi, quand ils parlent de sacrifice, ben, sacrifice c'est quelque chose de général, on peut aussi mettre le fait d'apporter des pains de présentation et d'allumer la menorah aussi, ouais, dans cette famille de sacrifices. En tout cas, le korban aeda dans le Yerushalmi Shkalim, ben, il utilise le mot sacrifice ici pour ça aussi. Ça peut peut-être expliquer pourquoi le Rambam, il comprend dans la mitzvah de construire le Mishkan aussi la mitzvah de construire des instruments du Mishkan, parce que tout ça, ça a un rapport avec ces sacrifices. Donc en tout cas, pour le Rambam, ce qui est important dans le Beth Amikdash, la fonction principale du Beth Amikdash, c'est la fonction sacrifice, ou de façon plus générale, la fonction service divin. Lorsque l'on parle maintenant de l'avis du Ramban, alors au début de Parashat Trouma, le Ramban nous dit le Mishkan principalement, donc le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, puis après c'est le Beth Amikdash, mais c'est la même idée, ben c'est Makom Menuchat Ashrina, c'est principalement l'idée, c'est l'endroit où il y aura la Shrina, la présence divine. Donc le Rambam il met en avant le côté du travail des Bnei Israël, le côté du travail du bas en haut, le côté des sacrifices. Le Ramban met en avant l'autre côté, évidemment les deux se complètent, le côté de la Shrina ici qui sera sur le Beth Amikdash, sur le Mishkan, et donc sur les Bnei Israël qui apportent leurs sacrifices. Mais il y a aussi finalement une troisième idée que l'on retrouve. Alors cette idée on la retrouve entre autres dans le livre de Ishaïa, au Perek Nunvav 56 au 7e verset, qui Beiti Beit Tefila, ma maison, ben, c'est un endroit de prière. Et puis avant ça, on voit dans le livre de Melachim, lorsque Shlomo HaMelech construit le Beth Amikdash, et ben, au chapitre 8, au verset 33, ben, il nous dit Veitpalelu veitranenu elecha babayit hazeh, c'est l'endroit et d'où les Bnei Israël finalement l'endroit d'où ils prieront, l'endroit d'où ils te supplieront. Donc cette idée de Mishkan, de Beth Amikdash, qui est aussi un lieu de prière. Alors on pense souvent que, alors on a l'époque du Beth Amikdash, on apporte des sacrifices, et puis après, il y a les prières qui vont remplacer les sacrifices. C'est vrai que les prières remplacent les sacrifices, mais quand il y avait les sacrifices, il y avait aussi les prières. Ouais. Alors aujourd'hui on fait les deux par la prière. La prière existait déjà et bien avant. Donc dans ce Beth Amikdash, dans ce Mishkan, et en dehors de la fonction de la Kadosh Baruch Hu qui va parler au Bnei Israël, à Moshe Rabbeinu, la première fonction. On a dit qu'il y avait la deuxième fonction qui était une fonction de rassemblement. Alors ce rassemblement c'est aussi un rassemblement où vont arriver les Bnei Israël finalement pour prier à Kadosh Baruch Hu. Si l'on résume plus ou moins ce que l'on a vu. Alors, on a parlé d'abord du Mishkan, du sanctuaire. Et le sanctuaire, alors il y a d'abord la cour du sanctuaire, on a vu comme ça comment il était construit ce sanctuaire. Alors il y a la cour du sanctuaire, et puis de cette cour, alors on arrive dans le Kodesh, et puis de là-bas, dans le Kodesh Kodashim. On a vu aussi
et le Kodesh, et le Kodesh, Kodeshim, finalement le Saint des Saints, c'est finalement ce qu'on a appelé le Mishkan, le sanctuaire à proprement parler. On a dit que ce Kodesh, il s'appelle aussi Echal dans le livre de Melachim, c'est la même chose. Il s'appelle aussi Ohel Moed, la tente. Et cette tente-là, ce mot Ohel Moed, on l'a trouvé dans un autre contexte, comme la tente de Moshe Rabbeinu qui est sortie du campement après l'histoire du veau d'or. Et dans lequel finalement Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu vont se rencontrer. En tout cas, entre le moment où Moshe Rabbeinu descend avec les deuxièmes tables de la loi, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour de la deuxième année, jusqu'à ce que le Mishkan soit complètement construit, c'est-à-dire à Rosh Chodesh Nissan de cette deuxième année. Cette tente-là, c'était aussi un endroit de rassemblement, on voit ça aussi dans Parashat Kitissa, Beit Va'ad, Lemvakshe Torah. Donc on comprend qu'il y avait deux grandes fonctions. La fonction rencontre Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, pour parler à Akadosh Baruch Hu qui prescrit des ordres. Alors quand on parlait comme ça tout à l'heure de Ohel Moed avec la traduction en français de tente d'assignation, alors c'est uniquement une petite partie finalement de l'idée. Il y a la deuxième idée qui est un endroit de rassemblement. Un endroit de rassemblement, alors on retrouve ce rassemblement et avec les trompettes dans Parashat Ba'alotra, on retrouve ce rassemblement avec les filles de Tzlofrat qui vont aller là-bas retrouver Moshe Rabbeinu qui est déjà assis puis en train d'étudier avec Elazar et puis avec des grands Ramim, donc ils étaient aussi rassemblés là-bas. C'est l'endroit aussi, on a vu, où les Bnei Israël vont se rassembler pour prier à Kadosh Baruch Hu, et ça on peut le comprendre de notre pasouk. Et ça nous a permis de comprendre toutes sortes de fonctions du Beth Amikdash, en dehors de la fonction de base d'après le Rambam, qui est la fonction d'apporter des korbanot, des sacrifices, et la deuxième fonction est celle qui est mentionnée par le Ramban, qui est la fonction et l'endroit où la Shrina va se trouver. On a cette fonction comme ça de rassemblement de façon bien spécifique ici, où on va se rassembler pour rencontrer Akadosh Baruch Hu, pour prier, donc un endroit aussi qui est une maison de prière. Bezrat Hashem, alors nous n'avons plus qu'à prier à Akadosh Baruch Hu de reconstruire le troisième Beth Amikdash, et de façon très très prochaine, nous pourrons apporter les korbanot à Akadosh Baruch Hu, et nous pourrons aussi ressentir cette shrina, comme nous dit le Ramban, à cet endroit-là du Beth Amikdash de façon bien forte. Puis c'est l'endroit d'où nous prions à Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Bekarov Meod.